Bonsoir à tous, bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble pendant 30 minutes sur la télé, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Alors n'hésitez pas à venir réagir avec nos invités, à leur poser des questions. Il y a un programme chargé ce soir. Au programme, il y aura beaucoup de sport, avec notamment les Jeux Olympiques. Sébastien viendra nous en parler. Une question d'ailleurs pour vous sur les réseaux sociaux. Quels sont vos pronostics pour ces Jeux Olympiques? Combien de médailles d'ici la fin de cette Olympiade? Gilles Maurice, responsable des sections aménagées sport-études de l'Université Savoie-Mont-Blanc, sera avec nous. Et puis sport toujours, Sébastien Baudreau sera sur ce canapé pour parler du club d'Ultimate d'Annecy. Enfin, Adeline Berthaud viendra nous parler de Day by Day à Annecy ou comment faire ses courses de façon responsable. Mais avant tout ça, les titres du JT. Bonsoir Fanette. Bonsoir. Et on commence bien évidemment avec les Jeux Olympiques. Voilà, on va avoir l'occasion d'en parler souvent, mais ça tombe bien, on aime bien 8 Mont-Blanc. On a vu tout à l'heure, on a suivi les courses, etc. Donc on parlera notamment de l'épreuve de ski de boss homme qui avait lieu en milieu de journée à la Clusaz. C'est un commentateur haut de gamme puisque c'était Edgar Gros-Piron qui est champion olympique de la discipline depuis 1992. Et puis il y a les Jeux Olympiques et il y a aussi les vacanciers qui sont arrivés. Il y a aussi les vacanciers, donc c'est une période chargée pour notre territoire. Donc la première zone, c'est la nôtre, est en vacances là depuis vendredi soir. Donc on a été à Valloire voir un peu comment ça se passe en station. Donc c'est parti pour 4 semaines de bonne humeur, etc. Et un peu de monde sur les routes, sur les pistes. Les pistes sont plus vraiment à nous, ça y est, on a 4 semaines où il va falloir partager notre superbe neige. C'est ça. Allez, là, on passe à la revue de presse comme chaque jour. On va direction Genève avec une exposition. Voilà, c'est une exposition itinérante qui s'est baladée sur tout le Grand Genève. Une exposition qui donne des visages, disons, à un concept qui peut être parfois un peu abstrait, celui d'un territoire transfrontalier. Donc là, c'est à découvrir jusqu'au 25 février. En fait, c'est les mêmes dates que les JO, finalement. 24 portraits pour présenter un petit peu une vraie mixité des habitants sur notre territoire. Et donc, ça s'appelle, je cherche le nom de la galerie, à Quartier Libre SIG, ce sont les services industriels genevois. À retrouver sur la page Facebook de la ville de Genève. Tout à fait. Et puis, un peu, après l'exposition, un peu de musique. Voilà, un peu de musique pour une expérience insolite proposée par l'Orchestre des Pays de Savoie. Il a fait appel à la société Alpium pour filmer en 360 degrés un concert qui avait lieu à Annecy le 25 novembre dernier. Donc là, en fait, la petite souris qui se balade, c'est moi tout à l'heure qui a enregistré ça. Donc c'est à voir sur YouTube. Et en fait, on peut se balader vraiment comme si on était sur scène. Donc on regarde un petit extrait. C'est évidemment la 7e symphonie de Beethoven. C'est original. Ouais, plutôt sympa. Et puis toi, on va parler des fameux panneaux puisqu'on va devoir rouler à 80 km/h. Et ces changements, ça coûte un peu d'argent. Et oui, ça coûte de l'argent. Ce sera au 1er juillet 2018. Donc la vitesse sera rabaissée à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes secondaires à double sens. Donc pour situer, c'est celles qui ne sont pas séparées par un terre-plein central ou une barrière centrale. Donc ce sera 80 km. En Pays de Savoie, il y a une centaine de panneaux à remplacer. Donc coût total de l'opération 40 000 € quand même. En Savoie, le département va aussi en profiter pour installer des panneaux sur des routes accidentogènes qui sont peu équipées. Alors n'oublions pas non plus que le code de la route s'appliquera même si vous ne voyez pas ces panneaux où il y a écrit 80 km/h. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort d'une ville, ça sera 80 km/h partout. Et le gouvernement, en tout cas, est convaincu que cette nouvelle limitation de 80 au lieu de 90 sur les routes secondaires permettra de sauver entre 200 et 400 vies par an. Donc perdre un petit peu de temps sur la route pour gagner une vie. Le gouvernement, en tout cas, fera le point dans un an.
Et puis, c'est un vrai casse-tête à Pyeongchang pour ceux qui sont sur place. Bah oui, parce que la météo fait des siennes. Ça aurait été mieux à Annecy, parce que finalement, nous, on a un Oui, superbe temps, au passage aussi. Et beaucoup de neige. Et beaucoup de neige, donc on avait ce qu'il fallait. Donc oui, effectivement, les conditions météo, ça perturbe beaucoup ce début. Quasiment une tradition olympique, selon nos confrères d'Europe 1, qui oblige les organisateurs, mais aussi les athlètes tout simplement à s'adapter. Alors 2 épreuves de ski alpin prévues dimanche, donc la descente masculine, et aujourd'hui, le géant féminin ont été annulés et reportés à jeudi, donc en raison du vent et pas du manque de neige. Voilà. Donc du coup, les organisateurs affichent leur sérénité malgré le spectre de Nagano, parce que pareil, aux Jeux Olympiques de Nagano, il y avait eu beaucoup de neige cette fois-ci et beaucoup de brouillard où beaucoup de compétitions avaient dû être annulées et finalement courues quand même dans des conditions assez extrêmes. Donc ce matin, c'était Tessa Worley qui devait concourir sur ce géant féminin. Nos confrères de Le Mont Bleu l'ont rencontré et on va écouter sa réaction suite à cette annulation. Un peu surprise quand même ce matin que la course soit annulée. On nous avait dit que quoi qu'il arrivait, ce géant olympique allait se faire. Je pense qu'on nous a aussi bien mis en condition. Donc moi j'étais vraiment dedans. Peu importe le vent qu'il pouvait y avoir dehors, j'étais prête. Maintenant, voilà, la décision a été rapidement prise. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir quand même vite se retourner, faire de cette journée une journée un petit peu plus calme et faire en sorte de bien récupérer et puis retourner au mastic demain ou après-demain quand les conditions seront favorables. Tessa Worley, d'ailleurs, une grande chance de médaille pour l'équipe de France. Donc on croise les doigts pour que cette course se joue très vite. On va suivre ça de près. Merci Fanette, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Va me rejoindre sur ce plateau Sébastien Germain, parce qu'on va continuer à parler des Jeux Olympiques avec l'Instant Sport. Mais avant, vous êtes très nombreux déjà à nous suivre sur Facebook. Il y a Nicole Germain, je pense que ça doit être de ta famille, Sébastien, qui nous souhaite une bonne émission. Je crois que c'est ma maman. Voilà, qui souhaite une bonne émission. Pascal Delanchy qui dit bonsoir aux Savoyards. Christophe Suarez, bonsoir Huit Montblanc et merci pour cette émission. Donc voilà, on a beaucoup de monde et en tout cas, n'hésitez pas à réagir. Notamment, la question qui vous est posée, c'est quelles sont les chances de médaille pour vous pour ces Jeux Olympiques. Seb, on commence avec bien évidemment donc les JO. Oui, les JO, forcément, qui ont commencé ce week-end du côté de Pyeongchang en Corée du Sud. Il aura fallu attendre dimanche après-midi pour voir la France décrocher sa première médaille. Et c'est Perrine Lafont qui est devenue à 19 ans championne olympique de ski de boss. Perrine Lafont qui a réalisé le run parfait en finale sur sa 3e tentative. Un superbe résultat pour l'Ariégeoise qui étudie à l'université Savoie-Mont-Blanc. Et je suis en plateau avec quelqu'un qui la connaît bien, Gilles Maurice, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le responsable des sections sport aménagé à l'université Savoie-Mont-Blanc. Déjà une première réaction Là, c'est une championne olympique en plus très jeune, donc ça c'est vraiment, je dirais, exceptionnel. C'est notre 4e championne olympique là, depuis les débuts des sections aménagées, donc il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu un suspense terrible puisqu'elle est montée en puissance petit à petit. Là, au début, on s'est dit ça va être juste et puis finalement, elle a sorti le grand jeu au bon moment. J'imagine que pour l'université que vous représentez, c'est une grosse fierté. Ah oui, on est très fiers de nos athlètes. Là, donc, cette année, on a 17 étudiants sélectionnés, plus 13 diplômés donc, qui participent. Donc, ça fait quasiment un quart de l'équipe de France. Donc, on est très fiers de leur comportement et de leurs résultats. Alors, Perrine Lafont, on connaît la sportive, l'athlète, championne olympique, mais on connaît moins l'étudiante, donc qui est inscrite depuis maintenant 1 an, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est une Pyrénéenne. Elle a fait son baccalauréat au lycée de Font-Romeu. Et après, elle est venue donc, pour faire un DUT technique de commercialisation à Annecy, parce qu'il a un cursus en 3 ans adapté au sport d'hiver et aussi pour retrouver son groupe d'entraînement de ski de boss. Le fait de voir des athlètes récompensés qui performent au plus haut niveau, comme Perrine Lafont, on imagine que ça vous renforce dans votre idée de départ? Oui, tout à fait, surtout qu'en plus d'être une championne exceptionnelle, c'est une très bonne étudiante qui va avoir son diplôme, je dirais, largement au-dessus de la moyenne. Justement, c'est quel type d'étudiante ? C'est une étudiante très sérieuse, très appliquée, et puis donc qui comprend très vite les choses. Donc on n'est pas inquiet pour son avenir professionnel quand elle devra arrêter sa carrière sportive, parce que bon, le ski de boss ne permet pas d'amasser suffisamment d'argent pour ne pas travailler ensuite. C'est l'air annécien qui l'a fait gagner un petit peu du coup. Oui, tout à fait. Bon, il y a surtout, je pense, c'est rejoindre le groupe d'entraînement de l'équipe de France. Il y a une émulation entre les filles et les garçons, et donc elle, ça lui a bien profité. Les garçons, ça a été un peu moins bien aujourd'hui, mais ça aurait pu aussi faire une médaille. Alors, vous l'avez dit, 17 athlètes, donc encore beaucoup de chances de médaille d'ici la fin des Jeux pour vous? Donc, de chances de médaille sur le snowboard cross, femmes et hommes, là en fin de semaine, avec Chloé Trespoche.
Et la semaine prochaine, j'espère une médaille avec le relais du combiné nordique, où sur les 4 athlètes français, il y en a 3 de chez nous. Merci beaucoup en tout cas Gilles d'avoir fait ce court déplacement. On était content de vous voir sur ce plateau. C'était plaisir de venir parler de nos sportifs ici. Alors moi de mon côté j'ai rencontré Edgar Groupillon, qu'on ne présente plus, champion olympique de ski de boss en 1992 du côté d'Albertville. Je l'ai rencontré ce lundi midi et il réagit à ce fabuleux titre de Perrine Lafont. Et je suis fier à 2 titres, je suis fier d'elle et je suis fier pour elle. Je suis fier d'elle parce qu'elle a fait du super boulot et tout, et je suis fier pour elle parce que c'est fantastique voilà, d'arriver à être championne olympique dans ce sport. On a cruellement manqué en France. Moi, quand on me dit ça fait 26 ans, ça me fout les boules qu'on me réveille 26 ans après pour me dire voilà, ça fait 26 ans qu'il n'y a pas eu de médaille d'or dans ce sport. Parce qu'en France, on a des atouts extraordinaires, on peut faire plein de choses. Et puis là, bon, ben, voilà, Perrine a cassé cette longue période. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais la veille et puis le matin quand je me suis réveillé, je me disais que ça, je sais pas, ça sentait bon, quoi. Je la sentais bien. Alors que j'ai pas de contact, hein, mais je sais pas, comme si l'histoire allait se rappeler un peu à nous, les bosseurs. Et bref, je sentais bien. Et puis un autre bosseur, hein, parce qu'on a les salutations de Châtel de Nicolas Rubin, le maire de Châtel. On a suivi tout à l'heure hein, le run qui malheureusement n'a pas été bon pour Benjamin Calvé. Donc voilà. Les Français qui ont eu un petit peu plus de difficultés, hein, on regardera un petit sujet dans le JT avec Edgar Groupillon. En tout cas, il y en a un qui s'est relancé, c'est Martin Fourcade. Oui, qui s'est relancé après un gros couac, hein, puisque c'était la première mauvaise surprise de ces Jeux ce dimanche. Martin Fourcade qui est resté sur 18 podiums consécutifs et qui s'est raté dans les grandes lignes du sprint. Mais Martin Fourcade est un très grand champion. Il l'a démontré ce lundi en remportant la poursuite avec un 19/20 au tir. Il s'agit là de son 3e titre olympique. Et avec ce titre, il rejoint dans la légende une autre légende justement, Jean-Claude Killy avec 3 médailles d'or olympiques. Martin Fourcade a réagi. Il a déclaré que ces Jeux sont d'ores et déjà réussis, lui, en tant que porte-drapeau de la délégation tricolore. Mais on rappelle hein, qu'il aura encore beaucoup d'autres occasions pour remporter de nombreuses médailles. On aura peut-être d'autres Marseillaises. Hein. Et oui, on espère. Et puis les filles ne sont pas en reste, puisque toujours ce lundi matin, Anaïs Bescon a remporté la médaille de bronze, toujours lors de la poursuite. C'est une très très belle performance hein, pour Anaïs Bescon, qui était partie 19e. Elle a donc fait une très belle remontada, comme on dit, puisqu'elle a gagné 16 places. C'est sa première médaille olympique à 30 ans. Donc voilà, superbe performance pour Anaïs Bescon. Et puis pour clôturer cette page JO, un sujet, peut-être une future médaille ? Oui, on espère, avec Antoine Adélis. Antoine Adélis, c'est un skieur freestyle, il est spécialiste en slopestyle, pardon. Il est nantais et il est licencié à la Plagne. Il disputera donc les qualifications du concours olympique dimanche prochain, le 18 février. Et il pourrait être une des belles surprises tricolores. Oliva Boisson l'a rencontré avant son départ pour la Corée du Sud. On regarde son reportage. Enchaîner les compétitions entre 2 entraînements, c'est le quotidien rythmé d'Antoine Adélis. Le Plagnard s'apprête à vivre les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Sa spécialité, le ski slopestyle. Les Jeux, c'est quelque chose qu'on a en tête déjà depuis bien longtemps. Et en fait, plus l'échéance arrive et plus on a cette petite pression qui s'installe, ce petit mémo dans la tête qui dit bon, bah, l'intérêt de la saison, c'est les Jeux. Et j'essaie de ne pas tout focaliser là-dessus parce qu'il y a des belles échéances avant et je me suis donné à fond pour pouvoir être prêt pour les Jeux. Mais non, c'est vrai que je pense que plus les jours vont aller, plus on va y penser, plus ça va être stressant. Mais après, il faut savoir gérer ça. J'ai su le gérer plusieurs fois dans les grosses compétitions, donc je me sens prêt. Ces derniers Jeux, ceux de Sotchi en 2014. La discipline devenait alors olympique. Antoine Adélis était arrivé 27e du classement lors des épreuves de qualification. Il avait alors 17 ans. Je pense personnellement avoir beaucoup évolué, autant technique que psychologiquement. Je pense qu'il y a vraiment un jour, c'est le jour et la nuit, quoi. Et par rapport à déjà comment j'appréhende les Jeux, là, mon objectif final, il est totalement différent. Son objectif, être sur le podium. Il pense aussi à son avenir après les Jeux. Si l'objectif est atteint, beaucoup de choses vont changer. Après, est-ce que je vais faire des compétitions sur la fin d'hiver et tout, ça va dépendre de tout. Mais je pense que oui, je reste un compétiteur, peu importe ce qui se passe. Donc je vais beaucoup continuer le ski, la compète. Enfin, il y aura pas de... C'est pas un arrêt, quoi, loin de là. Le jour J approche. 4 ans de travail se joueront en 40 secondes. Quelques secondes qui pourraient bien le mener à la médaille. On y va!
Et on termine avec le programme de demain. Oui, programme chargé pour tous les athlètes et notamment pour les Bleus, avec de très grandes chances de médailles en ski alpin avec le combiné alpin, une épreuve qui est un petit peu en danger puisqu'on ne devrait pas trop perdurer dans le programme olympique, avec 2 chances, donc Alexis Pinturo et Victor Muffat-Jandé, vainqueurs cette saison du côté de Wengen. Ils font partie des favoris. Rendez-vous à 3h30 pour la descente et à 7h pour le géant. Une épreuve sous réserve, bien évidemment, tu l'as évoqué lors de la revue de presse. Les conditions climatiques sont toujours aussi compliquées, donc voilà, on verra, on saura dans la nuit si les épreuves sont maintenues. En snowboard, en halfpipe, 2 Françaises participeront à la finale, Sophie Rodriguez et Mirabel Tovex de la Clusa. La finale a lieu, elle, à 2h du matin, là aussi, sous réserve des conditions météorologiques. Et puis en ski de fond, là, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. On surveillera les fondeurs qui disputeront le sprint classique individuel avec Lucas Chavana notamment. Les hommes courent à 9h30 et les femmes à midi. Et puis un dernier coup d'œil sur les médailles françaises. Après ce jour de compétition, 3 médailles pour le contingent français, 2 médailles d'or, 1 médaille de bronze. La France est en 6e position, mais ce total va forcément grossir. Et d'ailleurs, on a Pierre Boucou, notre PDG, qui lui donne son pronostic. 25 médailles pour la France et il en donne 8 pour la Suisse. Donc on verra au bout de cette quinzaine olympique s'il a eu raison ou pas. Ton invité est arrivé sur ce plateau. Seb, tu peux nous le présenter. Alors, Sébastien Baudereau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des entraîneurs des DA Ultimate, le club Ultimate d'Annecy. Alors là, on a complètement changé de braquet, on n'est plus dans les Jeux Olympiques. Déjà, une première chose, qu'est-ce que c'est que l'Ultimate, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, il y en a plein, plein de gens qui ne connaissent pas. L'Ultimate Frisbee, on associe souvent ça à un sport un peu de plage. C'est bien plus compliqué que ça, bien plus technique. C'est un sport collectif qui se pratique avec un frisbee sur un terrain à peu près de la longueur d'un terrain de foot, tout simplement. Le but étant de progresser en se faisant des passes avec une équipe qui attaque, une équipe qui défend, et d'aller mettre un point dans la zone d'un but adverse. C'est un sport assez spectaculaire. C'est assez spectaculaire, c'est assez physique. En général, quand on regarde des petites vidéos sur YouTube, etc., on peut voir quand même que oui, c'est pas juste le fait de faire des petites passes à la plage, en fait. Hein. On court un peu partout, on court beaucoup, et on fait surtout des lancers, des sauts assez impressionnants. Il y a une particularité qui m'a justement particulièrement intéressé. C'est un sport sans arbitre, auto-arbitré. Oui, c'est rare, hein, les sports c'est un des rares sports aujourd'hui. Exactement. Ça veut dire 2 choses. Hein. Le sport auto-arbitré, ça veut quand même dire que tous les joueurs sur le terrain sont arbitres et du coup sont les garants finalement d'un jeu qui se passe sans encombre. Et ça se passe très très bien. En général, les réactions des gens qui ne connaissent pas du tout, c'est « Oh là, il n'y a pas d'arbitre, donc c'est pas un sport ». Forcément, ça va dégénérer. Exactement, alors que pas du tout. Non, c'est même plutôt l'inverse. Alors on a on a une sorte de petite procédure, tout simplement, quand une faute est commise. Si jamais les 2 joueurs ne se mettent pas d'accord, on revient à la passe d'avant, et puis ça prend 4-5 secondes, ça n'interrompt pas le jeu de toute façon. On va peut-être installer ça en foot. C'est pas gagné. Hein. D'où est-ce que ça vient, ce sport? Alors, c'est né aux États-Unis, au tout départ, je crois que c'est. Alors, au début, hein, c'est même dans les années 40, c'est des étudiants sur le campus de Yale qui vont d'abord se faire des passes avec des moules à tarte de la Frisbee Pie Company. Et puis, à partir des années 60-70, finalement, la version sport collectif va commencer à émerger et puis se développer petit à petit partout dans le monde, en arrivant aussi en Europe. Justement, en arrivant en Europe et en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, parce qu'on est pour le moment le seul club de Haute-Savoie. Alors il y a un autre club qui est en train de se créer également à Chamonix. C'est aussi de toute façon un sport qui se développe un peu partout en France. On est à peu près 5000 licenciés. Maintenant, ce sont assez rares les départements qui n'ont pas de club. Alors vous avez une grosse et une belle actualité, puisque votre équipe première a remporté il y a 3 semaines le championnat de 3e division. Exactement. Avec une promotion en 2e division à la clé. Du coup, ça faisait longtemps qu'on travaillait pour ça. Ça faisait longtemps qu'on s'investissait beaucoup, qu'on avait créé une équipe aussi pour remporter le titre et puis espérer monter en N2. Donc c'est fait, du coup on est content. Alors à l'Ultimate, on va dire qu'il y a 2 saisons. Il y a une saison qui se passe en salle, une saison qui se passe en extérieur. Là pour le moment, donc, on est champion de N3 en salle. Arrive bientôt la saison extérieure également. Qu'est-ce que ça représente, ce titre ? Ça représente beaucoup de choses. Ça représente un investissement déjà de tous les joueurs qui composaient l'équipe, mais également du club, parce qu'ils sont aussi tous là pour nous, pour soutenir, pour jouer les sparring partners. Ça représente pas mal d'investissements en fait. C'est beaucoup de licenciés? Dans notre club, alors on est une toute petite structure. Globalement en France En France, on est à peu près 5000. Donc ça fait partie des petits sports émergents, mais qui commencent à gagner vraiment tout le territoire, ne serait-ce que par la pratique chez les scolaires notamment. Pour reprendre ce que dit Pauline, un sport avec peu de licenciés, donc un
petit club, club amateur. J'imagine que ça doit être aussi un petit peu compliqué pour jongler entre les créneaux pour arriver à trouver des espaces pour s'entraîner. Ouais, c'est pas évident. Déjà, c'est un investissement humain pour chacun d'entre nous. Il faut se dégager du temps. Et puis, il faut réussir à se faire une place aussi quelque part dans la ville d'Annecy. Disons que c'est pas les gymnases qui manquent. Donc là-dessus, on a toujours eu la chance d'avoir quand même des créneaux d'entraînement. Quand on joue en extérieur, c'est un petit peu plus compliqué. La commune n'a pas forcément beaucoup de créneaux à nous accorder, mais petit à petit, on arrive à se faire de la place. Et finalement, quand ils nous donnent des créneaux, on les utilise bien, notamment en montant en National 2. Les prochaines échéances là pour votre club? Alors les prochaines échéances, à partir du mois d'avril, on a le championnat mixte qui va commencer. Ça aussi, c'est une des particularités. Ça, c'est une des particularités, un sport mixte notamment. Et puis après, donc la division régionale aussi pour notre équipe 2, et puis la division nationale à partir de mai-juin pour l'équipe 1. Un mot aussi il y a une section féminine. Alors on a une équipe féminine, c'est pas une section féminine encore, on a une équipe féminine qui est composée, qui n'est pas totalement au complet, donc elle est composée aussi d'autres joueuses et néanmoins amies d'autres départements, du club de Chambéry notamment, qui participent à beaucoup de tournois, qui essaient de se constituer pour participer au championnat féminin. Donc vous lancez un appel s'il y a des filles qui veulent venir lance jouer, un appel. Il y a de la place. Exactement, parce que c'est mixte déjà, donc en général les filles trouvent leur compte dans le jeu. On arrive tous à jouer sur le même terrain. Et puis en plus, si d'autres veulent nous rejoindre, il n'y a pas de problème, au contraire. Merci beaucoup en tout cas, Sébastien. Je viendrai vous voir, ça vaut le coup je pense, de faire un petit reportage. Merci beaucoup en tout cas. Merci Seb. Très rapidement, il nous reste 30 secondes pour faire les résultats. Quelques résultats avec du football. Annecy qui se déplaçait du côté de Villefranche, match nul 0-0, très bonne opération sur le terrain du deuxième. En basket, lourde défaite pour Aix-Maurienne Savoie Basket qui s'incline de 20 points dans sa salle à la Halle Marioz, 79-59 face à Roanne. En rugby, Chambéry qui relève la tête avec une victoire contre le leader de la poule, 25-17 pour Chambéry. Et en rugby, toujours avec une victoire pour Rumi du côté de Bellegarde, une défaite du côté de Pontarlier dans le Doubs pour Annecy. Et finalement, un dernier résultat du hockey sur glace, match en retard pour Chamonix qui se déplaçait du côté de Gap. Défaite 4-3, défaite sans incidence. Il reste un match de saison régulière avant les playdowns. Voilà. Merci Seb pour ce marathon. On te retrouve demain pour refaire le point sur les Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Va se succéder sur ce plateau Adeline Berthaud. Elle est responsable de l'ancienne Day by Day à Annecy. L'épicerie en vrac d'ailleurs, on vous pose la question sur Facebook pour ou contre. Qu'en pensez-vous? C'est notre rubrique, on en parle. Adeline Berthaud, bonsoir. Bonsoir Pauline. Merci d'être avec nous. Alors Day by Day à Annecy, je le disais, c'est une épicerie en vrac. Qu'est-ce qui vous a fait vous lancer dans ce concept ? Alors, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, j'ai tout simplement lu un livre, le livre de Bea Johnson, donc Zéro déchet, et là, grosse prise de conscience sur le fait qu'on surconsommait sans réfléchir à notre façon de faire et d'acheter. Et ce qui m'a surtout interpellée, c'est à la fin de ce livre-là, Bea Johnson dit maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses? Et moi, je me suis dit, je peux ouvrir une épicerie tout en vrac. Donc voilà. Comment vous avez trouvé Day by Day? Parce qu'en fait, c'est une franchise, c'est ça? Exactement. Day by Day est une franchise qui se développe depuis 3 ans maintenant. Donc en souhaitant consommer autrement, du coup en adoptant le zéro déchet chez moi en famille, bien sûr j'ai fait des recherches sur internet sur comment je pouvais faire autrement au quotidien et c'est comme ça que j'ai connu l'enseigne. Alors là vous êtes venu avec un sac, qu'est-ce que vous avez dedans? Parce que le but, donc l'idée c'est de venir donc, normalement sans sac avec des bocaux vides ou des sacs vides et de les remplir directement, c'est ça? Exactement, vous avez tout compris. J'ai tout compris, j'ai bien préparé. Exactement. Donc du coup, on a plusieurs solutions pour faire ces courses chez Day by Day. On peut revenir avec ses propres contenants vides, boîtes, bocal, sacs en tissu. Voilà, ça peut être des sacs comme ceci. On les pèse. Ça me permet du coup, en passage en caisse, de faire la tare, de faire la différence de poids. On remplit tout simplement du produit que l'on souhaite, en quantité que l'on veut.
et on ne paye que ce qu'on... Et ça plaît aux gens, il y a une vraie prise de conscience des gens. Vous l'avez vu au fur et à mesure depuis la création, vous, de votre boutique à Annecy, il y a de plus en plus de gens qui viennent sur ce concept? Oui, de plus en plus. Il y a vraiment une prise de conscience chez, on va dire, les jeunes et les jeunes familles aussi surtout, qui se disent qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Donc c'est remarquable vraiment cette conscience éco-responsable. Et puis il y a aussi les personnes seules, les personnes âgées notamment, pour qui avaient connu ce mode de consommation étant plus jeunes et sont nostalgiques de ce mode de consommation. On n'a rien inventé en fait. Non, je crois pas. Parce que, alors il y a le côté écologique, est-ce qu'il y a aussi un côté économique? Alors oui, ce qui permet d'économiser en consommant en vrac, c'est essentiellement le fait de n'acheter que la quantité dont on a besoin. Et on agit du coup immédiatement sur notre budget, puisque ce que l'on achète ne finit pas à la poubelle. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type d'aliments chez vous? Tout? Alors, tout, oui et non. Presque. En tout cas, tout ce qui va dans votre placard, tous les produits du quotidien qui va dans votre placard, tout ce qui est sec en fait, à l'inverse de tout ce qui va dans votre frigo. D'accord, donc il y a des fruits et légumes par exemple, mais il n'y a pas de viande ou il n'y a pas de ce genre de choses? Non, pas de fruits et légumes, mais D'accord. tout ce qui est épicerie sèche, donc pâtes, riz, légumineuses, fruits secs, épices, mais aussi produits d'entretien pour la maison et produits d'hygiène pour le corps. Alors justement, en préparant l'émission, sur votre site internet, j'ai vu qu'il y avait des réglementations spécifiques, et notamment sur les produits ménagers, c'est-à-dire? Alors, pour les produits ménagers, effectivement, vous étiez bien informés. La réglementation, en fait, protège le consommateur. Et du coup, je vous sers une première fois dans le contenant adapté, avec les bonnes informations dessus. Et ensuite, on re-remplit. D'accord. Et après, on peut revenir remplir le flacon. La première fois, c'est un flacon où il faut toutes ces indications. Exactement. Alors, il y a Antoine Martin qui dit « Très bonne idée pour le côté écologique, mais comment connaître les informations généralement notées sur les emballages, comme la provenance des aliments ?» Oui, alors sur nos étiquettes, sur nos silos, sur nos contenants en magasin, tout est indiqué. Donc, provenance, ingrédients qui peuvent donc être dans le produit, valeur nutritionnelle, tout ça est indiqué dans l'épicerie. Et sur notre site, tout est reporté aussi. Vous travaillez avec des producteurs locaux, des producteurs nationaux, internationaux, ça se passe comment? Alors, pour garder un choix, effectivement, on va avoir essentiellement des producteurs français. Le 2/3 de notre référencement provient de France. On apporte particulièrement un soin à aller chercher nos produits où se trouve leur terroir. Mais ensuite, pour garder du choix quand même, certains produits peuvent provenir d'un peu plus loin. Il y a du bio? Oui, les deux. Et du bio et du conventionnel de qualité, les deux. Qu'est-ce qui plaît aux gens quand ils viennent chez vous? La première fois, quand on fait ce premier pas, quand on rentre chez vous, qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Je pense que c'est la proximité aujourd'hui qui plaît beaucoup, l'échange qu'on peut avoir, le conseil bien sûr, et aussi la curiosité. Je pense qu'aujourd'hui, le zéro déchet s'adresse vraiment à une toute petite partie des consommateurs, mais tout le monde commence à en entendre parler et se dit pourquoi pas. Donc moi je les accompagne aussi, étant moi-même consommatrice zéro déchet dans... Du coup, là, vous travaillez toute seule? Oui, je suis au quotidien toute seule pour l'instant. Alors, on peut aussi, si par exemple on veut créer, parce que c'est une franchise, on l'a dit, on peut avoir envie de créer un Day by Day. Bon, il y en a déjà un à Annecy, mais autre part dans la région. Comment ça se passe? Quelle démarche vous avez faite au moment de créer? Alors moi, je me suis d'abord rapprochée d'autres franchisés pour avoir déjà ma vision des choses. Donc j'invite tout le monde à aller visiter les Day by Day un petit peu partout. On a 33 magasins sur toute la France. Et ensuite de prendre contact avec la franchise par le biais du site internet. Vous êtes accompagnée ensuite? Oui.
Oui, oui, très bien accompagnée. Dernière question, quel bilan vous tirez de ces 2 ans, c'est ça, de création là, quel bilan vous tirez après 2 ans? Eh ben, il va falloir continuer, parler de ce mode de consommation. On en est, je pense, qu'au début, mais il y a beaucoup à faire encore. Donc on rappelle Day by Day à Annecy, vous trouvez où exactement si les gens veulent venir? 4 rue Joseph Dessay, donc pas très loin du centre courrier. Et ouvert du mardi Du mardi au samedi, c'est ça? de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h. Voilà, si on veut devenir éco-responsable, on prend ce petit beau Covid, on prend ces petits sacs plastiques, on vient chez vous. Merci beaucoup Adeline d'avoir été avec nous. Je vous laisse, on va vous décaler sur le canapé, puis Fanette va nous rejoindre pour les titres du JT. Mais avant, j'allais oublier, on va aller direction Valorcine avec la webcam. C'est le dernier village de la vallée de Chamonix. On le voit ici, il fait pas très beau, il y a beaucoup de neige. Mais il y a quand même 62 remontées ouvertes sur 73, 104 pistes sur 111. Il y a du soleil annoncé demain. C'est donc bon signe pour les touristes qui sont arrivés en force dans nos départements. Les touristes qui sont arrivés, dont on va parler d'ailleurs dans le JT. Voilà, d'ailleurs, tiens, on va embrouiller la régie, on va commencer par ça. On va commencer de l'autre côté, c'était ma petite transition. Les vacances de février, effectivement, qui ont commencé en station. Donc là, on a été voir à Valloire. Là, c'est la zone A, donc la nôtre qui débute. Et le gros, ce sera la 3e semaine, donc celle du 26 février, si je ne me trompe pas, avec les 2 zones des nordistes, des parisiens, etc. Donc ça va faire un joyeux mélange. Voilà. Et on parlera des Jeux Olympiques. Et on parlera des Jeux Olympiques, effectivement. On fera le point sur les médailles. Et puis on verra un reportage de Sébastien sur ce commentaire un petit peu haut de gamme qu'il y a eu aujourd'hui à la Clusaz, puisque c'est Edgar Gros-Piron, champion olympique, qui a commenté à ceux qui le souhaitaient l'épreuve de ski de boss homme, mais malheureusement pas de médaille. C'est dommage. Merci beaucoup Fanette, on te retrouve dans quelques secondes pour le JT. Demain, nouveau programme, on parlera du classement mondial de l'UNESCO du Mont Blanc pour au compte. Nous serons avec les pros. Il sera aussi question du Silver Fourchette Tour ou comment bien manger, même lorsqu'on est un senior. Et enfin, nous parlerons de l'abbaye de Talloires. Voilà, un programme encore très chargé dont vous pourrez commenter tout sur Facebook. Merci de nous avoir suivis sur la télé et sur les réseaux sociaux. Passez une très belle soirée. Tout de suite le JT. Moi, je vous dis à demain dès 18h.